Dominique, alors, qu'est-ce qu'on offre aux enfants à Noël? Dis-moi ce que tu penses de mes idées. Un camion à pompier et un uniforme de policier pour le garçon, et un costume de princesse et une poupée Barbie pour la fille. Ça te va? Mais non, Camille, enfin, c'est fini ça. On va leur offrir Mario Kart et des caplas à tous les deux. Allez. Et au passage, je t'emmène revoir les bases. Viens, c'est parti. C'est bon, je crois que j'ai les bases, je vous explique. Aujourd'hui on va parler de genre, et donc on va nécessairement devoir parler de sexe. Alors non, l'algo, ne censure pas cette vidéo, promis, aucun téton ne sera maltraité durant le tournage. Le sexe, c'est quoi? Bon alors, dit comme ça paraît bateau, c'est ce qu'on a entre les jambes. Basique. Mais en fait, c'est pas aussi simple qu'on croit. Si je prends le dictionnaire, la définition du sexe, c'est un caractère physique permanent de l'individu humain, animal ou végétal, permettant de distinguer dans chaque espèce des individus mâles et des individus femelles. Alors, chez les humains, un mâle, c'est un homme et une femelle, c'est une femme. Comment on distingue un homme et une femme? C'est vrai qu'on se pose pas trop la question quand on est dans la rue, ça se fait assez naturellement. Mais si on essaie de déterminer une définition, de savoir ce qui fait qu'à chaque fois on détermine dans la rue justement qui est homme et qui est femme, on se rend compte que c'est pas si simple. Si on veut le définir par l'entrejambe, avant même de parler des personnes intersexes ou des personnes trans, qu'est-ce qu'on fait des hommes castrés? Ou des femmes aménorrhées ou stériles? Une femme qui a subi une ablation de l'utérus ou un homme qui a subi une vasectomie sont-ils moins respectivement femmes ou hommes que d'autres qui n'auraient pas ces soucis physiques parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur maternité ou paternité? Ou même une femme aménorrhée qui connaît des périodes sans règles, est-elle moins une femme? Jeanne d'Arc en prendrait un coup là. On voit donc que c'est pas entièrement satisfaisant. Alors essayons autre chose. Et si on définissait par les hormones par exemple? Alors on se rendrait assez vite compte que les hommes comme les femmes produisent en fait pour partie les mêmes hormones. La testostérone par exemple est produite aussi bien par les femmes que par les hommes. Simplement en moins grande quantité chez les femmes. D'ailleurs aujourd'hui on vit dans un régime où beaucoup d'êtres humains sont supplémentés en hormones par des médicaments. Les femmes qui prennent la pilule par exemple reçoivent des doses d'hormones supplémentaires. Et les hommes qui souffrent d'hypogonadisme, c'est-à-dire qui ont des testicules plus petites que la moyenne, eux prennent de la testostérone. Chez les hommes, le volume de testostérone dans le sang varie du simple au quadruple. Donc là non plus, c'est pas entièrement satisfaisant. Alors, essayons autre chose. Par exemple, de définir par le corps. Mais là, bon, en fait, on va quand même de nouveau assez vite dans le mur. Qu'est-ce qu'on fait des femmes qui ont par exemple une hyperpilosité? Ou des hommes qui sont gynécomastes, c'est-à-dire qui ont des seins? Voire même des femmes qui, elles, n'ont pas beaucoup de seins. Quelle taille de sein faut-il alors pour être un homme ou une femme? D'ailleurs, la castration chimique qu'on impose aux prédateurs sexuels ne fait pas que baisser leur désir. Elle a également une influence sur leur corps. Des effets secondaires tels que la diminution de la taille du pénis, la modification de la masse musculaire ou l'accumulation de graisse au niveau des hanches et des seins. Appelons-le par son nom, comme dirait Paul Preciado, c'est une féminisation hormonale. La pilule produit des règles artificielles et modifie aussi ce faisant la corpulence, la peau ou les cheveux. Donc le critère du corps est pas non plus très satisfaisant. Puis enfin, si on essaye de définir par qui fait quoi au lit, je crois qu'il serait temps de varier les positions. Alors j'entends déjà l'argument de oui, mais les animaux ils font comme ça, ils se posent pas la question, ils forniquent comme nous, il y a une complémentarité entre les sexes et c'est comme ça, basta. Sauf que c'est pas si simple que ça. Et Simone de Beauvoir l'a montré dans son livre Le deuxième sexe. Chez les mammifères, c'est certes le cas, mais chez les reptiles ou chez des insectes, pas nécessairement. Pour rester sur les animaux, je cite le livre La tyrannie du genre de Marie Durubella. Notre lecture de cette complexité est imprégnée de binarisme, tant nous projetons notre vision anthropomorphique sur les animaux. Nous lisons volontiers leur comportement en opposant un mâle dominant à une femelle dominée. La causalité est en quelque sorte inversée. C'est ce que nous pensons des hommes et des femmes qui nous fait opposer mâles et femelles dans le monde animal. Alors, maintenant qu'on s'est rendu compte que la notion de sexe n'était pas aussi limpide que cela, abordons la notion de genre. Le genre, ce sont des normes intériorisées. Petit florilège de ce qui est généralement associé au genre masculin. La barbe, le foot, Rocco Siffredi, se moquer des soins du visage, la Formule 1, les bières entre potes, ne pas éjaculer trop tôt et la haute cuisine. Et maintenant, petit florilège de ce qui est généralement associé au genre féminin. Les fleurs, le dessin, sentir bon, Cendrillon, savoir porter des ballerines et faire une fellation, la popote de tous les jours. Et puis le mot florilège lui-même, florilège, les fleurs, tout ça, c'est kiki, c'est joli, c'est fifi. Ces distinctions désuètes et plutôt ridicules sont mises en avant régulièrement par le compte Pépites Sexistes sur Instagram par exemple. Il y a même une taxe rose sur certains produits, qui coûte plus cher en version rose pour les filles qu'en version bleue pour les garçons. Avant Paul Preciado que je viens de citer, plein d'auteurs et d'autrices au XXe siècle ont travaillé sur cette notion de genre. Margaret Mead par exemple est la première à avancer l'idée selon laquelle les rapports de genre sont construits. Judith Butler ensuite a remis en cause la distinction entre nature et culture. Avec une formule révolutionnaire, c'est le genre qui précède le sexe. En gros, elle pense que le genre comme construit social est antérieur à la désignation de ce qui est le sexe mâle et le sexe femelle. Citons une dernière autrice, Anne Oakley, qui en 1972
fait du genre un outil sociologique. L'objectif est de décrire, de comprendre ce qu'il se passe afin de pouvoir le faire évoluer. Nous, les adultes, montrons le bon exemple à l'école quand nous jouons avec les enfants. Moi qui suis une femme, je n'irai pas jouer avec des poupées, j'irai plutôt jouer avec des voitures ou des Legos. Nous montrons que c'est possible que ce ne soit pas le genre qui détermine le choix du jeu. Et quand on réfléchit un peu sur le genre, on commence à remettre en question des choses qui pouvaient nous paraître évidentes. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Par exemple, beaucoup pensent qu'on est naturellement homme ou femme avec des caractéristiques bien identifiées. En réalité, 1% de la population mondiale naît avec des caractéristiques dites intersexes, c'est-à-dire plus ou moins mixtes entre hommes et femmes. Caster Semenya a toujours couru dans le groupe des femmes. Et comme toujours, on effectue des tests de genre dans le sport, dès qu'une personne d'un groupe féminin devient bonne par rapport au groupe masculin. Avec l'accord des parents, le chirurgien pratique dès la naissance, dans la plupart des cas, une intervention afin de transformer un gros clitoris en petit pénis ou inversement. L'existence des personnes intersexes est l'un des arguments de Judith Butler dont je viens de parler pour casser la distinction que l'on pense naturelle entre hommes et femmes. Bon, jusque-là, on a parlé exclusivement de personnes qui vivent la distinction genrée, peut-être l'analyse et la critique, mais ne la transcendent pas, ne la dépassent pas. C'est maintenant l'heure d'aller explorer ce qu'il y a au-delà de ce schéma binaire homme-femme dans le spectre du genre. Avez-vous déjà entendu parler d'une personne trans ? La transidentité, c'est le fait pour une personne d'estimer ne pas correspondre au genre qui lui a été assigné à la naissance. Et donc une personne transgenre, c'est la plupart du temps une personne qui effectue ou a effectué une transition depuis le genre auquel on l'a assigné à la naissance vers le genre auquel elle appartient. Pour schématiser, un homme trans, c'est un homme qui est né avec un vagin et donc on considère une femme, et inversement. La transition, c'est donc un processus à la fois juridique, lorsqu'il s'agit de changer de nom et de sexe à l'état civil, et un processus hormonal, lorsqu'il s'agit par exemple de prendre de la testostérone, pour transitionner, pour aller d'un état à un autre, pour aller d'un genre auquel on a été assigné vers le genre auquel on appartient. Par ailleurs, la loi a récemment évolué. Depuis 2016, on n'est plus obligé de subir une opération chirurgicale de l'entrejambe pour transitionner, c'est-à-dire pour changer de sexe à l'état civil. Je m'explique. On peut désormais avoir sur sa carte d'identité la lettre F pour femme, sans avoir pour autant subi une vaginoplastie, c'est-à-dire en ayant conservé son pénis et ses testicules, et inversement avec la lettre H pour homme. Jusqu'à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, fin 2016, on devait présenter un papier qui montrait qu'on avait subi une opération chirurgicale irréversible de stérilisation pour obtenir un changement d'état civil. Le but, et il était clair, c'est une stérilisation des personnes trans. On ne veut pas que les personnes trans se reproduisent. Et donc il y a un continuum d'eugénisme médical, politique, social sur les personnes trans depuis toujours en France pour que les personnes trans se reproduisent pas. Les personnes qui ne sont pas transgenres sont appelées cisgenres parce qu'elles restent du même côté. Retenez que c'est comme au passage piéton. Les trans traversent et les cis restent. Au-delà des personnes trans, il y a d'autres personnes qui ne se définissent pas dans le spectre binaire homme et femme. Parmi elles, citons par exemple les personnes non binaires qui ne se définissent comme appartenant ni au genre masculin ni au genre féminin. Bon, je suis pas un homme, mais ça c'est une question d'identité de genre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je suis perçu comme un homme. Ou les personnes agenres qui se définissent comme appartenant à aucun genre du tout. Aujourd'hui, on parle de fluidité du genre. Alors on n'est pas en physique-chimie, mais il s'agit quand même de considérer que le genre n'est pas fixé, mais qu'au contraire, il est fluide, qu'on peut en changer. Parce qu'à un moment de la vie, on peut s'identifier de telle ou telle manière, on peut s'identifier non-binaire, on peut s'identifier genre masculin, féminin, et on peut également avoir une orientation sexuelle qu'on va identifier comme lesbienne, bi, gay, mais au cours du temps, cela peut évoluer en fonction des rencontres qu'on va avoir, et puis de comment on se sent à l'intérieur en fait. Donc tout ça est fluide dans le temps. Pour résumer, le sexe, c'est grosso modo ce qu'on a entre les jambes. Le genre, c'est à quel genre on se rattache, de quel genre on se définit. L'expression de genre, c'est comment on exprime le rattachement à ce genre, par quelles caractéristiques physiques, etc. Et l'attirance sexuelle ou orientation sexuelle, c'est avec qui on veut matcher sur Tinder. Alors, avec ces bases, on fait quoi ? Il me semble important de rappeler qu'il y a des personnes qui souffrent grandement d'un désalignement profond entre ce qu'elles vivent dans leur corps et dans leur tête et ce que la société leur renvoie. C'est aussi pour cela qu'il est si difficile de discuter de ces sujets. On ne touche pas qu'à des opinions politiques, mais à des identités, donc à des individus. Pour agir et réfléchir sur ces phénomènes tout en préservant les individus, il faut les décrire, pour les comprendre et les décrypter. C'est ce que je fais là. Et petit à petit, la société évolue. Monsieur Patate, par exemple, le célèbre jouet pour enfants qui apparaît dans Toy Story,
est devenu tête de patate. Voyons Patate, c'est Monsieur Patate, je te signale, espèce de traître. Mais il reste un fossé entre d'un côté la possibilité qu'on a de suivre un cursus en études de genre très pointu, et de l'autre, le manque d'éducation ou d'intérêt de la majeure partie de la population pour ces questions. La difficulté à s'approprier un jargon pointu et délicat est probablement l'un des obstacles à la démocratisation de ces idées. Et encore, je vous ai épargné les nuances entre asexualité et aromantisme ou transsexualité et transidentité. Paul Preciado est un philosophe, un homme transgenre, qui se dit dissident du genre. Il a commencé à prendre de la testostérone comme expérience personnelle et affirmation politique, parce que nous vivons dans une société à domination de genre. Quand on pousse la réflexion vers des auteurs comme ça, on court un risque. D'un côté, quelqu'un d'hermétique à ces questions de distinction de genre, il verra la folie dans laquelle aurait sombré notre pays. C'est contre nature. De l'autre, quelqu'un d'intéressé y trouvera matière intellectuelle à creuser et approfondir son sujet. La difficulté, c'est de concilier et de réunir ces deux pôles. Et c'est ce qu'on s'attache à faire au crayon. Mais bon, là on s'éloigne des bases. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez que nous abordions plus en détail et sous quels angles ces sujets. Gardez en tête que c'est un sujet que je n'ai traité qu'en surface. C'est les bases, quoi. Il y a des sources en biblio si vous voulez en savoir plus. C'était Jules pour le crayon. Maintenant, sortez d'ici. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, c'est toujours précieux pour nous. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne du crayon et activez la cloche, ça soutient notre travail. Merci.